Bonjour, bonsoir en ce qui me concerne à tout le monde. Je suis très content de pouvoir participer à cette discussion et ce genre d'échange, c'est extrêmement important. Ce qui se passe en France, c'est exceptionnel maintenant, mais en fait, les conditions derrière, qui sont en fait les conditions d'un système capitaliste qui ne peut que nous réserver des crises, des attaques antisociales, en fait, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout. En Europe, pour l'instant, il y a eu une augmentation des luttes de la classe ouvrière sur la question des salaires, notamment. On a reparlé en Royaume-Uni de la possibilité d'une grève générale pour la première fois depuis très longtemps. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, la dernière grève générale, c'est 1926, donc ça date un petit peu. On a eu des mobilisations très fortes en Belgique également sur la question des salaires, en Allemagne également, où d'ailleurs le gouvernement vient de concéder une augmentation de 11% d'augmentation pour les salaires des fonctionnaires. Donc il y a tout un contexte de reprise des luttes de la lutte de classe. Et en France, ça prend une connotation particulière. Il y a eu des mobilisations sur les salaires, grosso modo, à partir d'il y a un an, hein, sur base de la discussion sur l'inflation, comme un petit peu partout ailleurs, qui a donné en automne des mobilisations assez extraordinaires qui ont servi quelque part un petit peu de répétition générale pour la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quel est le contexte? Et puis tout d'abord, peut-être un petit mot, pourquoi est-ce que, en tant que petit Belge, je parle de tout ça. Bon, on a une expression chez nous, hein, de dire que quand il pleut à Paris, on éternue à Bruxelles. C'est un petit peu le cas. Tous les regards ici sont portés sur ce qui se passe à Paris. On a eu une grève générale dans les services publics en Belgique en mars. Le tract qu'on a édité, c'était faisons comme en France, entraînons toute la société derrière la lutte. En fait, un peu partout, la lutte qui se passe en France, elle est de grande importance. C'est pour ça aussi qu'on est intervenu là-bas pour construire évidemment la section de Alternative socialiste internationale en France qui en est à ses premiers pas, mais également pour pouvoir retirer tout un tas de leçons de en fait, cette période de lutte de classe très intense. On parle de plus grande mobilisation et de la période où politiquement la plus bloquée depuis mai 68. On n'est pas encore à mai 68, ça c'est quelque chose de très clair à dire, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez inédit. On est intervenu là-bas, on a également essayé de pousser à des actions de solidarité. On a un camarade, enfin, on a des camarades à Anvers qui ont été à l'initiative du blocage d'un dépôt de Total Energy. Total Energy, cette multinationale française qui a essayé de passer par-dessus la grève dans les raffineries en essayant de faire venir du pétrole à partir de Belgique. Et le 6 avril dernier, il y a eu un blocage des dépôts de Total Energy à Anvers par la FGTB, qui est le syndicat lié à la tradition social-démocrate en Belgique, à l'initiative de nos camarades. C'est aussi ce genre de solidarité de classe, évidemment, qu'on veut mettre en avant dans la situation. Alors, quel est le contexte un petit peu derrière cette lutte pour les retraites? Parce qu'évidemment, une mobilisation et un combat aussi titanesque, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. En fait, depuis 2008, comme un peu partout ailleurs, depuis la crise de 2008-2009, il y a un discrédit des partis traditionnels, de plus en plus brûlés par la politique d'austérité sauvage, où on a fait payer à la population le fait qu'on ait sauvé les banques. Hein, très rapidement, le sauvetage des banques a été un peu masqué derrière le discours selon lequel c'est les services publics, c'est l'État qui dépense trop d'argent. Et en fait, les partis qui ont appliqué cette politique ont été profondément discrédités. Ça a donné naissance à tout un tas de phénomènes de populisme de gauche, de populisme de droite. C'est un échelon international. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'était un peu la Belgique, hein, les champions pour la difficulté de composer un nouveau gouvernement. Hein, on se moquait un petit peu, la cite plusieurs centaines de jours pour composer un gouvernement. En fait, aujourd'hui, quel est encore le pays où c'est facile de composer un gouvernement sur base du résultat des élections, parce qu'en fait, la situation est de plus en plus instable.
En France, c'est quelque chose qui a été très marqué. En fait, on a eu l'effondrement des deux partis pivots de la Ve République, le régime initié par De Gaulle à partir de 1958, les deux partis pivots en fait de toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire d'un côté le Parti socialiste, qui n'a social-démocrate, hein, la connotation de socialisme peut avoir une différence en fonction des différents pays, mais en fait le Parti social-démocrate d'une part, et d'autre part la droite traditionnelle gaulliste qui s'appelle aujourd'hui les Républicains et qui s'appelait avant UMP, enfin il y a eu différents. Mais en fait, ces deux partis se sont complètement effondrés. Il y a eu d'abord Sarkozy, ça j'imagine que tout le monde a un petit peu en tête le nom de cet énergumène, qui a mené une politique d'austérité extrêmement sauvage, qui a essayé de dévier l'attention en reprenant tout un tas de thématiques de l'extrême droite et de racisme. Hein. Il parlait de nettoyer les banlieues populaires au Karcher. Hein. Il essayait de se montrer un petit peu le plus fort, avec l'idée de prendre des votes à l'extrême droite. Finalement, ce que Sarkozy a fait, c'est qu'il a normalisé un discours raciste, un discours xénophobe, un discours qui participait à déshumaniser une partie de la population. Et en fait, il a ouvert la voie, au bout d'un certain temps, à un nouveau soutien pour l'extrême droite, le Rassemblement, enfin le Front National à l'époque, devenu depuis le Rassemblement National de Marine Le Pen. Après, juste après le Sarkozy, ça a été François Hollande, gouvernement de gauche, soi-disant, un gouvernement socialiste. Beaucoup de gens avaient d'énormes espoirs après les années Sarkozy, qui ont été des années d'attaque antisociale extrêmement dures, et notamment sur les pensions en 2010. Hein, chaque fois, ces réformes sur les pensions, c'est pour sauver le système des pensions, mais la base, c'est qu'il suffit de quelques années et puis il faut de nouveau les sauver. Et c'est toujours sur le dos des mêmes personnes. Et donc, il y a eu ces années Sarkozy, et puis après François Hollande, beaucoup d'espoir et tout un tas d'attaques, notamment les fameuses lois Khomri en 2016. C'était de gigantesques mobilisations sociales aussi à ce moment-là contre une réforme de la législation du travail, grosso modo, qui permettait en fait ça détricotait la législation des travailleurs. Si ça vous intéresse, on peut revenir un peu sur les détails par la suite, mais grosso modo, il s'agissait de pouvoir licencier les gens plus facilement, leur faire travailler plus longtemps et avec moins de protection syndicale. C'est un petit peu le même type de plan d'austérité que partout. Dans ce gouvernement Hollande, on a une figure particulière, un ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui à l'époque est un Mr. Nobody. C'est quelqu'un qui finalement n'a pas une énorme carrière derrière lui et qui va à un moment essayer d'avoir en fait une approche indépendante et qui quelque part, en sentant un petit peu le discrédit qui va frapper le Parti socialiste après les années Hollande, commence à développer sa propre formation et sa propre dynamique. Ça, c'est ce qui se passe à droite, où on a quelqu'un qui essaye de construire une autorité sur base du discrédit des partis traditionnels, mais à gauche, il se passe quelque chose aussi avec Jean-Luc Mélenchon, qui est une figure du parti socialiste, une ancienne figure du Parti socialiste, qui, autour d'un événement qui est assez fondateur dans la politique française de ces 20 dernières années, c'est-à-dire les discussions sur la Constitution européenne, une Constitution européenne néolibérale, et en France, il y a eu un référendum dans lequel la population avait majoritairement voté non, et puis, comme ils avaient mal voté, on a décidé de changer la procédure pour faire passer la loi d'une nouvelle manière. Je ne pense pas qu'on va avoir tout de suite un référendum dans l'Union européenne pour une mesure. Là, ils sont quand même dit, bon, demander l'avis aux gens, c'est bien, mais seulement s'ils sont d'accord avec nous au préalable, ils ne sont pas prêts de recommencer ce risque-là. Mais toute la société française avait été, la société politique française avait été un peu divisée à ce moment-là. Mélenchon avait fait partie de ces figures qui étaient un peu émergées comme porteurs d'un message anti-néolibéral. Pas un programme révolutionnaire, mais en tout cas une forme de réformisme un petit peu plus audacieux que ce qu'on avait pu connaître par le passé. Je vous passe les différentes étapes parce qu'en fait, c'est très compliqué d'expliquer. Il faudrait déjà une demi-heure pour expliquer
comment Mélenchon, les différentes alliances avec le Parti communiste français, les différentes formes que ça a prises. Mais finalement, ça a amené à la constitution de la France insoumise. Et on arrive aux élections présidentielles de 2017 qui vont voir la victoire de Macron, qui vont voir un second tour, parce que vous savez peut-être qu'en France, les élections présidentielles, comme la majorité des élections au niveau local aussi, ça se fait en 2 tours. Il y a d'abord un premier tour avec différents candidats. Ce n'est pas facile de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Et puis ensuite, il y a un deuxième tour qui ne reprend que les 2 principales figures. En 2017, sur la fin de la campagne, il y avait 4 candidats qui étaient véritablement dans un mouchoir de poche. Alors, l'expression, c'est peut-être une expression uniquement belge, donc c'était qui était dans un. Les 4 candidats étaient vraiment à quelques pourcents, voire quelques dixièmes de pourcents les uns des autres dans les sondages. C'était Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le candidat à l'époque des Républicains, la droite traditionnelle, et Jean-Luc Mélenchon, qui avait créé la surprise. Parce que dans les médias, dans les sondages, on essayait toujours un peu de le diminuer, mais sur la dernière période, il avait réussi un peu à s'imposer. Finalement, c'est un deuxième tour avec Mélenchon, c'est un deuxième tour avec Macron et Le Pen. Et Macron utilise un peu ce deuxième tour où il dit, mais finalement, tout le monde a voté pour moi, pour imposer un programme antisocial très dur, avec de nouveau de grandes mobilisations de la part des syndicats, mais face au blocage et face au fait que les directions syndicales n'avaient pas vraiment de stratégie, on a vu émerger aussi ce phénomène des gilets jaunes, qui quelque part était aussi une manière de passer au-dessus des blocages des directions syndicales. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais on peut discuter avec plaisir à la suite de l'introduction du phénomène des gilets jaunes et de ce que ça a représenté, puisque ça a été quelque chose qui a été fort vu au niveau international. Et puis on en arrive à la première tentative de réforme des retraites de Macron en 2019-2020. Déjà à ce moment-là, c'était exceptionnel. On avait eu, avant cette tentative de réforme, le traditionnel débat sur le port du voile et le racisme. C'est un peu une tradition pour les gouvernements de droite en France. À partir du moment où ils commencent à discuter de l'islam, du port du voile, etc., on sait très bien que c'est une manière d'amener du racisme dans la situation pour diviser la population et pour amener une attaque antisociale très dure par la suite. Ça n'a pas manqué. C'est exactement ce qui s'est passé. Et il y a eu une lutte assez grande, mais avec en fait ce qu'on a appelé des mobilisations saute-mouton en France, c'est-à-dire des journées de mobilisation, mais un peu séparées les unes des autres, pas un plan d'action, mais d'abord on donne une journée de grève et de manifestation, et puis on annonce une autre après, et puis on annonce une autre après, et puis on annonce une autre après, et en fait, au bout d'un moment, il y a un épuisement qui vient. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que la pandémie avait un peu sauvé quelque part les directions syndicales parce que l'arrivée de la pandémie, des confinements, etc., ça avait poussé le gouvernement à ne pas appliquer tout de suite cette réforme-là. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre un peu le temps là-dessus? C'est parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que quand la lutte démarre cette année-ci, les critiques envers les directions syndicales ont déjà été nourries depuis un certain temps. Il y a depuis un certain temps ce combat entre le syndicalisme de concertation, le syndicalisme de négociation, où on fait une démonstration de force, on manifeste très nombreux, et puis on se dit, ben tiens, après, on va négocier. Et certains présidents, y compris Sarkozy, ont été très doués pour amener un peu ces éléments de négociation. Et de l'autre côté, un syndicalisme de combat, voire même un syndicalisme révolutionnaire, qui essaye en fait de passer au-delà de ça et qui essaye de trouver une expression d'organisation à la base. Et c'est un petit peu une des leçons de cette mobilisation 2019-2020, c'est si la mobilisation s'était poursuivie sans être arrêtée par la pandémie, c'est probablement une défaite qui aurait eu. Et ça nourrit aussi tout un tas de discussions pour le combat qui a commencé cette année-ci dans un contexte particulier, puisque les dernières élections présidentielles ont vu à nouveau Jean-Luc Mélenchon passer à un cheveu de la présidence, et il y a eu toute une recomposition de la gauche, ouais, avec certains éléments qui ne sont pas tellement de gauche. Le PS, en fait, a été tellement dans les cordes
qu'ils ont été obligés de se mettre à la remorque de la France insoumise après les élections présidentielles. Ce n'est pas pour autant que c'est devenu une pépinière de gauchistes. Il y a tout un tas de gens à l'intérieur qui ont mené avec énormément d'enthousiasme des politiques d'austérité antisociale. Mais ça, c'est un petit peu une autre discussion. Encore une fois, c'est quelque chose qui est un petit peu ouvert pour la discussion après l'introduction ici. Mais pendant cette campagne électorale présidentielle, la dernière, en fait, le thème des pensions était déjà là. Et entre les deux tours de ces élections de 2022, en fait, moi, je me rappelle d'un balayeur de rue à Paris, un balayeur de rue d'origine sénégalaise ou malienne, je pense que c'était qu'il était d'origine malienne, et qui disait, au deuxième tour, je ne sais pas pour qui je vais voter, mais c'est certain, je ne vais pas voter pour Macron, je ne m'imagine pas travailler jusqu'à 65 ans comme balayeur de rue. Il disait ça alors que le deuxième tour opposait Macron et Marine Le Pen, donc opposait l'extrême droite à la droite respectable autour de Macron. Et ça exprimait déjà à quel point la thématique des pensions était extrêmement sensible. D'ailleurs, Marine Le Pen ne s'en était pas, avait un peu flairé les choses. Elle avait essayé de ne parler que des questions sociales et d'essayer de se distinguer un peu du vieux Front National de son père, Jean-Marie Le Pen, très néolibéral, très élitiste. Et elle avait essayé d'amener un peu, de se positionner de manière sociale. C'est évidemment un vernis. Derrière, l'extrême droite n'a absolument pas changé. Mais ça notait déjà, il y avait déjà un élément dans l'atmosphère. Et finalement, Macron a lancé là un projet. Alors, sentant que ça allait être compliqué, ce n'était pas un projet d'augmenter la pension de 62 ans à 65 ans, comme il en avait parlé à la fin de la campagne présidentielle, mais de 62 à 64. Derrière l'idée, les pensions sont infinançables. Alors, plusieurs choses à savoir là-dessus. Passer de 62 à 64 ans, ça signifie déjà que parmi les couches, parmi les salariés les moins bien payés, il y en a déjà 25% qui ne vont pas arriver à l'âge de la pension. Il y en a déjà 25% qui vont mourir avant d'arriver à cet âge de 64 ans. D'autre part, quand on parle du financement des pensions, ben, en fait, il parlait du désastre d'un trou de 13 milliards d'euros par an. Mais en fait, pour nous, quand on a déjà du mal à en fait, à s'en sortir à la fin du mois, 13 milliards, ça peut sembler être intéressant, mais en fait, le poste pour lequel l'État français dépense le plus d'argent, c'est le soutien aux entreprises. 157 milliards d'euros par an. 157 milliards d'euros par an de soutien aux entreprises. Donc, c'est une question de choix politique, évidemment. Et il y a eu tout un tas de chiffres qui sont sortis là-dessus pour illustrer en fait à quel point cette réforme, c'était une réforme de classe. Vous savez, entre-temps, que l'homme le plus riche au monde, c'est un Français, Bernard Arnault. D'ailleurs, la femme la plus riche au monde, c'est une Française aussi pour l'instant. Les entreprises du CAC 40, donc c'est les entreprises, le CAC 40, c'est l'indice boursier français. L'année dernière, ils ont donné 80 milliards d'euros en dividendes à leurs actionnaires. 80 milliards d'euros. Et une entreprise comme Total Energy, l'année dernière, elle a annoncé son bénéfice record, 19 milliards d'euros. Donc de l'argent, il y en a. Et que cette fameuse pension impayable, en fait, c'était une manière non seulement d'économiser sur notre dos l'argent qui était donné aux entreprises, mais d'autre part, en fait, de faire une pression à la baisse sur les conditions de travail de tous les salariés et les salariés, parce qu'évidemment, personne ne va bosser jusqu'à 65 ans ou 64 ans, pardon, ou 67 ans ici en Belgique. Il y a simplement beaucoup de gens qui vont arrêter leur carrière avant ce moment-là parce qu'ils ne s'en sortent plus et qui vont se retrouver officiellement sur le marché de l'emploi. Et ça va augmenter la pression à la baisse sur les conditions de travail et sur les conditions de salaire. Tout ça, c'est un petit peu le contexte qui permet d'expliquer la gigantesque éruption de colère de cette véritable bataille sur les retraites.
et qui est devenue une véritable guerre de classe. Il y a vraiment une compréhension que Macron et son gouvernement, dirigé par Elisabeth Borne, ont lancé une guerre de classe et que la réponse doit être à cette hauteur. Dès le début, l'opposition à la réforme de la retraite était aux alentours de 60-70%. Alors le gouvernement s'est dit, c'est probablement qu'on a mal expliqué les choses. Donc ils ont fait un tour d'explication. Et dans le sondage d'après, il y avait encore plus de monde qui n'était pas d'accord. Donc le gouvernement s'est dit, on va encore faire preuve de pédagogie. En fait, à chaque fois que le gouvernement a fait preuve de pédagogie, l'opposition augmentait. Et elle s'est solidifiée autour d'à peu près 70-75% d'opposition à la réforme des retraites. Mais pire que ça, il y avait aux alentours de 70% de gens qui soutenaient la lutte, qui soutenaient l'action des organisations syndicales. Au bout d'un moment, ça devenait un peu trop. Macron, qui a cherché à se maintenir à une certaine distance, qui cherchait un peu à faire le président jupitérien, comme il aimait dire lors de son premier mandat, au bout d'un moment, il a été obligé d'accepter une interview donnée à un média de masse français. L'impact le plus tangible de cette interview qu'il a donnée aux médias, ça a été que durant les 3 à 4 jours qui ont suivi, la caisse de grève nationale a dépassé les 150 000 € de dons par jour. Quelque part, on aurait aimé que Macron se positionne plus souvent sur le sujet. Mais en fait, ça montre à quel point il y avait cette colère, une colère d'ailleurs qu'on ne trouvait pas que parmi la classe travailleuse, la classe ouvrière. Il y a eu une caisse de solidarité avec une caisse de grève lancée par des boulangers qui a récolté énormément d'argent. Et d'ailleurs, 62% de ce que dans les statistiques on appelle les très petites entreprises, c'est-à-dire des indépendants, des boulangers, des gens qui tiennent un bar, des gens qui sont coiffeurs, dont les intérêts sont beaucoup plus proches de l'ouvrier en grève ou de balayeur de la rue que de Bernard Arnault, évidemment, et de tous les rapaces qui s'envolent avec les milliards que nous produisons par la force de notre travail. En fait, c'est 62% d'indépendants de profession libérale, ça dépend toujours comment on les appelle, qui étaient derrière le mouvement. Ça illustre qu'une fois que la classe travailleuse, elle se met clairement en mouvement, elle est capable de tirer derrière elle toutes les couches de la société et de se positionner un peu en véritable maîtresse de la nation. Toutes les couches en lutte, évidemment. Et d'ailleurs, il y a eu des moments d'unité, de lutte et de solidarité de classe extrêmement forts durant ce combat. Je parlais des caisses de grève. Je tiens à en mentionner une. C'est une caisse de grève queer, une caisse de grève LGBTQIA+, à Paris, qui a récolté plus de 50 000 €. Comment est-ce qu'ils ont fait? Un petit peu comme les Lesbian and Gay Support the Minors durant la grève des mineurs de 84-85 en Grande-Bretagne, en se baladant dans les rues avec des caisses ou des petits pots pour demander aux gens de donner de l'argent pour pouvoir soutenir les grévistes, en organisant des soirées, etc. Et je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui ont participé à des caisses de grève et qui ont donné 20 €, 30 € avec plaisir à une caisse de grève, en sachant pertinemment bien qu'à la fin du mois, ils allaient crever la dalle et ils allaient avoir du mal à acheter autre chose que des spaghettis. En fait, c'est toute cette situation qui s'est développée là-bas et qui a notamment été illustrée par ce mouvement historique. Demain, ce sera la 13e journée de grève et de manifestation. Il y en a eu 12 au cours de 3 mois, avec des manifestations partout dans le pays. Plus de 300 villes ont été touchées. On a une camarade qui habite à Fontainebleau. C'est normal, vous ne savez pas où est Fontainebleau, personne ne sait où est Fontainebleau. Et en fait, personne ne se souvient d'ailleurs de la dernière fois qu'il y a eu une manifestation syndicale à Fontainebleau. Il y a tout un tas d'endroits où, de mémoire humaine, on n'avait plus vu de manifestation là-bas, même pour le 1er mai. Dans plus de 300 villes, et le record du nombre de manifestants dans l'histoire contemporaine de France a été battu, non pas une fois, mais 2 fois. 3,5 millions de personnes, à 2 reprises. Il y a des moments où les médias parlaient du recul du mouvement, mais le recul du mouvement, c'était quand même des journées de mobilisation à 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, ça fait partie un peu des records. Moi, j'aime bien de connaître des reculs de mobilisation à 2 millions de personnes. Il y a des moments où on se rendait compte à quel point les médias cherchaient un peu n'importe quoi.
À un moment où il y a eu les éboueurs qui ont été dans une grève très intense à Paris, hein, dans le cadre de ce combat-là. J'imagine que vous avez vu au Québec un peu ces images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux où on a des gens qui boivent un café ou un verre de vin alors qu'au loin, il y a des poubelles qui sont en train de cramer. C'est un peu l'atmosphère qu'il y avait dans beaucoup de villes. J'ai regardé un jour les informations télévisées en Belgique et le journaliste demandait à tout le monde qu'est-ce que vous pensez de ces poubelles. Il y a eu un moment où il y a eu quand même un sacré nombre de milliers de tonnes de poubelles dans les rues de Paris. Et tout le monde disait, c'est vrai, ça pue, mais on comprend très bien pourquoi ils le font. On est totalement avec eux. Et les deux seules personnes qu'il a réussi à trouver pour critiquer la grève des éboueurs, c'était deux touristes qui, effectivement, eux, ne comprenaient pas trop les tenants et aboutissants. Mais ça explique un petit peu la solidarité, l'élément un peu qu'il y avait derrière ce combat-là. Et à côté de ça, il y a eu donc ces mobilisations de masse, et ces mobilisations de masse, elles ont toujours mis une pression sur l'intersyndicale. L'intersyndicale, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'alliance des principales organisations syndicales en France. Mais une telle intersyndicale, ça n'était plus arrivé depuis 2010. 2010, d'ailleurs, c'était la dernière réforme des retraites. Désolé pour toutes les dates que je vous balance comme ça. En fait, l'intersyndicale, qu'elle tienne aussi longtemps, c'est historique. Et très certainement son aile droite, parce qu'il y a un syndicat, la CFDT, ses dirigeants, de manière générale, c'est toujours les premiers à lâcher une dynamique et à signer un accord avec le gouvernement. Cette fois-ci, ce n'a pas été le cas. Encore une fois, ce n'est pas parce que les directions de ce syndicat sont soudainement devenues de dangereux gauchistes, c'est parce qu'en fait, la pression de la base était tellement forte que c'était impossible pour eux de lâcher la dynamique en plein cours, parce que sinon, ça voulait dire qu'ils allaient complètement être écrasés. Et il y a eu tout un tas de critiques envers les organisations syndicales, d'ailleurs pas que de ce syndicat, le syndicat considéré un peu comme le plus à gauche et qui est très certainement la plus grande position dans les usines, la CGT, qui est le syndicat historiquement lié au Parti communiste français, vient de connaître en mars un congrès. C'est la première fois de son histoire que la candidature désignée pour succéder au secrétaire général a été mise de côté et qu'il a fallu en trouver une autre. Derrière ça, il y a les critiques envers la stratégie syndicale, les critiques envers le syndicalisme de conciliation et des problèmes, évidemment, au niveau de la démocratie interne aussi. Donc, il y a beaucoup de choses extrêmement neuves, en fait, qui sont arrivées au niveau de ces mobilisations. Et alors, là-dedans, il y a des événements qui ont été moins traités dans les médias, mais qui, selon nous, sont très, très importants. Et je vais parler ici des mobilisations Robin des Bois. Alors, derrière les mobilisations Robin des Bois, il y a des grévistes de la CGT, essentiellement, de la CGT Énergie, qui ont coupé la lumière. En fait, pour l'instant, Macron est un peu dans une tournée pour une tournée de séduction à travers la France. Maintenant, il est obligé de se balader avec un groupe électrogène. Il y a une école qu'il a été visité, l'électricité a été coupée. L'après-midi, il a été visiter une usine, l'électricité a été coupée. Il y a des quartiers de riches aussi où l'électricité a été coupée. Mais à côté de ça, oui, c'est très drôle. À côté de ça, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'électricité a été rétablie chez des gens, des pauvres, qui n'avaient pas pu payer leur électricité et leur électricité avait été coupée. La CGT Énergie a rétabli leur électricité. Il y a eu des HLM. Donc les HLM, c'est des grands immeubles. Si vous voyez le film La Haine, hein, c'est un peu ce genre d'atmosphère. Des grands immeubles dans les quartiers pauvres, dans les banlieues pauvres, où l'électricité était gratuite. Des piscines municipales, où l'électricité était gratuite, des bibliothèques, ou bien alors, ils ont mis un tarif de 60% pour des boulangers, par exemple. En fait, ces boulangers-là, ils ont eu plus de soutien de la part de la CGT Énergie quand ils étaient en grève que de la part du gouvernement français depuis le début de la crise de la pandémie et depuis le début de la crise de l'énergie. Mais ce qui est important, c'est que ça amène dans la discussion un élément de contrôle ouvrier sur la production. Ça amène un élément qui dit, tiens, pendant la pandémie, on a quand même vu que ceux qui font tourner le monde, ce n'est pas les actionnaires, c'est les travailleuses et les travailleurs, c'est les éboueurs, c'est les caissières dans les supermarchés, c'est le personnel des soins de santé.
c'est grâce à eux que le monde tourne. Mais les actions Robin des Bois, elles ont donné une petite idée. Tiens, mais si c'est nous qui décidons de la manière dont on utilise notre production, la sueur de notre front, qu'est-ce que ça peut donner? Et même si pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas pris en fait par les organisations syndicales ou même par la gauche radicale comme élément fort dans leur propagande, nous, on pousse ça énormément pour dire, voilà, les grévistes de la CGT Énergie, ils donnent une illustration de ce qu'un monde dirigé par les travailleuses et les travailleurs pourrait donner. Et c'est quelque chose de très fort et que je tiens absolument à souligner aussi dans les discussions internationales à ce sujet-là. Alors, je vous parle de tout ça et je vous trace comment dire, un tableau un peu idyllique de la situation. Ce n'est pas si simple. Parce que là, demain, 1er mai, on est à la 13e journée de mobilisation. Sa mobilisation saute-mouton, hein, un peu, comme je disais. En fait, c'est des mobilisations à chaque fois qui sont une démonstration de force, mais à un moment, cette force, il faut l'utiliser. Et de la part de la direction, des directions syndicales, il y a une véritable peur et une crainte de ce qui peut être déclenché. Le spectre qu'il y a eu pendant un moment, qui est peut-être un petit peu plus en retrait aujourd'hui, mais qui peut revivre avec les mobilisations de demain pour le 1er mai, bah, c'est en fait le spectre d'une grève générale telle que mai 68 en a donné. Alors, grève générale, ça dépend un peu des différents pays, hein. Nous, en Belgique, grève générale, on en a assez régulièrement. Ça veut dire une journée de mobilisation. Les 12 journées de mobilisation dont on parle en France, en Belgique, on aurait très certainement appelé ça une grève générale. En France, quand on parle à grève générale, on parle de mai 68. Bon, c'est autre chose. Mai 68, c'est 10 millions de travailleurs en grève. C'est des comités ouvriers et des comités de grève jusqu'aux Folies Bergères ou au Stade de France, qui était également occupé par non, pas le Stade de France, la Fédération française de football, qui était occupée par des travailleurs et par des footballeurs. C'était tout un tas d'usines à travers le pays qui étaient occupées. C'était des nuits de discussion et des comités de base qui discutaient un petit peu partout. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Et une des faiblesses du mouvement aujourd'hui, c'est d'ailleurs que les comités, l'auto-organisation, les assemblées générales du personnel, les assemblées de travailleuses et de travailleurs et même les assemblées de quartier, c'est quelque chose qui est un petit peu au retrait aujourd'hui par rapport à des mobilisations précédentes. Or, c'est fondamental pour que la base puisse avoir un contrôle sur ce qui se passe. Non seulement pour discuter de la lutte, mais en fait, soyons clairs, camarades, la lutte aujourd'hui, elle ne concerne plus seulement que la loi sur les retraites, elle va beaucoup plus loin. L'utilisation du 49.3, donc le 49.3, c'est un article dégueulasse de la Constitution française qui permet de faire passer une loi en passant par-dessus l'Assemblée nationale, par-dessus le Parlement. Le gouvernement Borne a toujours dit il est hors de question qu'on utilise le 49.3. Il est hors de question. On va faire passer ça au Parlement. Et il comptait faire une alliance entre le parti de Macron et les Républicains, le parti de la droite, le parti historique de la droite. Mais la pression populaire, la pression des travailleurs, la pression des grèves et des actions a été telle qu'il n'était même pas certain d'avoir les votes de la droite, parce que certains se disaient, moi, hors de question que je rentre dans mon district, là où j'ai été élu, en ayant voté pour cette loi-là. Ils ont donc décidé d'utiliser l'article 49 alinéa 3, pour avoir le nom complet, de la Constitution, qui permet de dire rien à battre du Parlement, on passe en force. En fait, c'est déjà une habitude pour Macron. C'est le président qui a le plus souvent utilisé cette procédure-là. C'était d'ailleurs assez symbolique. La 100e fois où il a été utilisé depuis le début de la 5e République en 58, c'était pour cette loi sur les retraites. Et en fait, ça a été un véritable électrochoc. Et ça a amené une discussion beaucoup plus large sur c'est quoi une démocratie, c'est quoi la 5e République, et comment est-ce qu'on fait pour passer à une réelle démocratie. En fait, il y a une véritable crise de régime ici. Et quelle que soit l'issue directe du mouvement actuel sur cette réforme des retraites, ce qui est clair, c'est que même si Macron arrive à faire passer ça, hein, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Ce sera quelque chose qui l'aura fortement affaibli pour les 4 prochaines années où les mobilisations vont continuer. Qu'est-ce que nous, on a essayé de mettre en avant dans la situation avec Alternative Socialiste Internationale? Parce que vous savez, la France, c'est un des pays
Bon, je ne me prononce pas pour le reste du monde, mais en tout cas en Europe, si vous voulez, un pays où il y a tout un tas de clubs, de groupes et de partis de gauche, d'extrême gauche, d'ultra gauche, de gauche radicale, vous les appelez comme vous voulez, mais en fait, en France, c'est quelque chose d'énorme, qui vient notamment de mai 68, qui avait été un mouvement de masse, une situation révolutionnaire, qui avait donné un essor à tout un tas d'organisations de la gauche radicale dans les années 70. Toutes n'ont pas survécu, toutes, par contre, ont perdu énormément de force sur les derniers temps, et très certainement sur les 10 dernières années. Mais en fait, on trouvait d'une part, tout le monde était d'accord pour dénoncer Macron et pour dénoncer le capitalisme, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Souvent, il y avait une faiblesse. D'une part, au niveau syndical, qu'est-ce qu'on propose pour dépasser la stratégie des organisations de l'intersyndicale et poser la question d'une grève générale reconductible? Grève générale reconductible, il y a l'idée, avec reconductible, de voter en assemblée générale chaque soir pour si la grève continue le lendemain. C'est quelque chose qui vient des raffineries, où cette tradition a été un petit peu développée. Tout le monde parle de la grève générale. Même Mélenchon a dit qu'il faut une grève générale comme en mai 68 pour éviter l'essoufflement du mouvement. Mais personne n'amène vraiment un peu une idée. C'est un petit peu des suppliques, quelque part des prières envers l'intersyndicale, organiser une grève générale. D'autres sont extrêmement sectaires envers l'intersyndicale et disent l'intersyndicale, ce sont des salauds. Et pour la majorité des travailleurs, en fait, le fait que cette intersyndicale tienne toujours le coup, qu'elle soit toujours unie après 3 mois de lutte, c'est quelque chose auquel ils s'accrochent pas mal. Nous, ce qu'on a essayé de mettre dans la situation, c'est des comités de grève anti-Macron, c'est-à-dire quelque chose qui permet de se baser sur les bastions ouvriers pour engager toute la population derrière soi. Il y a beaucoup de travailleurs qui, en fait, pour l'instant, n'osent pas partir en grève parce que chez eux, il n'y a pas de délégation syndicale, parce que les législations anti-syndicats de Macron, Hollande et les autres, on leur est fait. Il y a plein de boîtes où, en fait, on est dans une véritable dictature du petit patron ou du contremaître. On est quand même avec certaines défaites derrière nous aussi. Il faut imaginer que la dernière victoire contre un plan du gouvernement, au fait, il n'y a personne qui me donne mon temps parce que je suis désolé, je n'ai pas fait attention à mon temps. Je vois que je vais essayer d'arriver à la fin. Mais la dernière victoire contre un plan du gouvernement, c'était en 2006. Donc ça fait déjà longtemps. Et c'était une mobilisation extraordinaire de la jeunesse. C'était contre le contrat première embauche, c'est-à-dire une manière d'utiliser les jeunes comme main-d'œuvre corvéable à merci au niveau des entreprises. Mais ça fait loin quand même, comme dernière victoire. En fait, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans la lutte contre Macron. C'est à peine s'ils étaient nés à ce moment-là. Et en fait, on a essayé dans notre matériel, je mettrai des liens dans la discussion ici, de développer un peu comment on peut construire une dynamique pour généraliser les initiatives et pour se baser sur des endroits où la grève était bien implantée, même si maintenant la grève reconductible qui avait bien commencé dans certains secteurs comme l'énergie notamment et d'autres, est un petit peu en retrait, mais elle peut revenir après avoir repris un peu de souffle, après le 1er mai, ça peut tout à fait revenir. Mais comment est-ce qu'à partir de ces bastions-là, on est capable d'impliquer d'autres? Vous savez, par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, moi, je n'ose pas me lancer dans la grève, je suis toute seule dans ma boîte, mais par contre, je connais tel collègue, Jean-Marc, je le prendrai bien avec moi pour aller visiter un comité de grève qui existe déjà. Et pourquoi pas organiser un comité pour organiser une première assemblée générale, y compris dans les immeubles, hein, pas seulement sur les lieux de travail. J'ai discuté à Paris avec une femme qui me parlait de son immeuble où les gens s'organisaient pour dire mais moi je vais aller à la manif cette fois-ci, je vais prendre des tracts, etc. Et la fois prochaine, ce sera toi, pour éviter que tout le monde ne perde du salaire. Cette question en fait des salaires pendant la grève, c'est quelque chose d'assez fort. Et donc d'avoir vraiment avec ces comités de lutte, ces comités de grève anti-Macron, une manière de fédérer les initiatives à la base et d'en créer partout, dans les entreprises, les lycées, dans les immeubles, les quartiers, et pour essayer de construire un peu la pression à la base. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3,5 millions de manifestants à 2 reprises. Mais une semaine après l'utilisation du 49.3, 62% de la population française estimait que le mouvement devait se durcir.
c'est même pas 62% qui soutenaient le mouvement, c'est 62% qui estimaient qu'il devait se durcir. Donc, ces 3,5 millions, si on s'y prend bien, ça peut devenir 5, 10, 15 millions de manifestants. Mais toute la question, c'est de voir comment sortir des endroits où c'est facile de se mobiliser. Bon, quand je dis facile, j'exagère, mais en tout cas, c'est plus facile pour essayer d'élargir un peu la question. Et dans ces comités, de discuter aussi de la manière dont on peut en fait élargir un peu le programme et poser la question d'une société quelque part où ces actions Robin des Bois dont je parlais tout à l'heure peuvent être généralisées à l'échelle de la société. Parce qu'en fait, même si aujourd'hui on n'est pas dans une situation révolutionnaire comme en mai 68, et je vais terminer là-dessus, même si aujourd'hui on n'est pas dans une situation où se pose directement la question d'un double pouvoir avec d'un côté le pouvoir de la classe travailleuse émergente et de l'autre côté, le pouvoir pourrissant de la classe dominante, en fait, vous le savez aussi bien que moi, la meilleure manière d'avancer, c'est de savoir où on va. Et aujourd'hui, on doit aussi avoir de l'audace dans la situation, sortir de la simple dénonciation du capitalisme pour amener vers où on va. Oui, c'est possible d'avoir un autre type de gouvernement, un gouvernement des travailleuses et des travailleurs, où les producteurs et productrices de richesse décident de la manière dont les choses sont utilisées, comme les actions Robin des Bois de la CGT l'ont démontré. Et à partir de ces multitudes de comités de grève anti-Macron et de comités de lutte, en fait, c'est possible un jour d'avoir, pourquoi pas, des élus, des délégués vers une assemblée constituante révolutionnaire. C'est ce qu'on essaye d'amener. C'est clair que ce n'est pas la perspective immédiate, mais même si le gouvernement Borne tombe aujourd'hui, qu'importe le gouvernement qui viendra après, même si c'est de nouveau un gouvernement de droite, un gouvernement qui vient après un gouvernement qui est tombé sur base de la force collective des travailleurs, c'est un gouvernement qui va avoir du mal. Et aujourd'hui, c'est une question fondamentale. L'avant-garde des travailleurs a augmenté. On a plus de gens qui ont une expérience directe d'une lutte titanesque, qui vont en tirer des leçons et qui vont pouvoir aussi tirer des leçons sur la manière de lutter, non seulement contre les directions syndicales, mais aussi pour une alternative politique révolutionnaire. Et c'est dans ce travail-là qu'on est engagé avec ASI. Et s'il y en a qui m'écoutent ici et qui ne sont pas encore membres de notre internationale, je vous engage avec énormément de chaleur à rejoindre ce combat-là. On est dans une nouvelle période historique et ces occasions-là, il ne faut pas les gâcher, mais on ne les gâche pas avec un petit cocktail de choses, c'est-à-dire être organisé autour d'un programme et avoir les tactiques et la stratégie qui s'imposent. Merci camarades et désolé d'avoir été beaucoup trop long. Merci Nico.